Donc session bonus pour les RML12. Il y a eu 2 sessions qui étaient prévues sans que les orateurs soient confirmés, étant donné que c'est des orateurs que je connais, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. Je vais essayer de faire une retransmission condensée de ce que j'ai retenu des échanges avec eux. Et je vais essayer de le tourner un peu à ma sauce. C'est des gens qui ne sont pas spécialement de la June, mais qui connaissent bien le milieu des cryptos. Et qui m'ont parlé de trucs qui m'ont paru vachement intéressants pour la June, alors que c'est des choses qui vont à l'opposé de la notion de liberté, de monnaie libre, mais pas par rapport aux fondamentaux de monnaie libre, de la monnaie libre. Ça va à l'encontre de la liberté parce que c'est rajouter des contraintes, donc c'est pas pouvoir faire certaines choses, notamment pas pouvoir vider son compte d'un coup. L'idée, c'est que avoir un compte en June, c'est cool. Si par mauvais usage, on se retrouve, enfin par mauvais usage, coup de pas de chance ou autre, on se retrouve à plus avoir accès à son compte, parce que quelqu'un nous l'a pris. Oui, non, c'est pas si on n'a plus accès à son compte, c'est si quelqu'un nous prend notre compte, il arrive à accéder à nos secrets, eh ben, il peut vider le compte du jour au lendemain et en faire ce qu'il veut. Du coup, il n'y a aucune sécurité par rapport au vol, si ce n'est essayer de garder le secret le mieux possible. Et du coup, ça laisse une très très grande part au PFH, au putain de facteur humain. Du coup, à moins d'être formé à la sécurité des systèmes d'information, avoir une bonne compréhension des enjeux, et en l'occurrence, c'est une monnaie qui veut toucher un large public, pas un public uniquement d'experts. Du coup, ça me paraît indispensable d'apporter une sécurité qui ne mette pas en danger les gens qui ne sont pas fortement formés aux enjeux de sécurité. Et du coup, ces mécanismes de sécurité, c'est par exemple le fait que, à la création de son compte, on va définir un plafond. Par exemple, on peut dépenser au maximum, mettons, 30 ou 100 junes par jour. Il faut essayer de trouver quelque chose qui ne soit pas trop contraignant, mais qui soit correct. Mettons 100 junes par jour, 300 junes par semaine, et bref, un certain nombre de seuils avec des temps donnés. Et à partir de là, définir aussi des règles qui permettent de déplafonner. Ces règles, l'idée, c'est de s'appuyer sur le mécanisme de multisignature qu'il y a dans un certain nombre de cryptos. À ma connaissance, pas dans la June, mais peut-être que je me trompe. Si ce n'est pas le cas, ça pourra venir. L'idée de ces multisignatures, c'est qu'avec juste la clé de mon compte, je ne peux pas passer outre le plafond. Si par contre, je signe une transaction avec la clé de mon compte plus celle de ma compagne, de mes parents, de mes enfants, ou d'un compte portefeuille que j'utilise jamais, que j'ai stocké dans un coffre, ou des choses comme ça. Bref, si je multiplie les sources, mais que c'est des sources que j'utilise pas au quotidien, donc qui sont beaucoup plus difficiles d'accès, parce que grosso modo, il faut dérober plusieurs accès pour pouvoir déplafonner, j'augmente largement la sécurité du compte, parce que en usage courant, mes plafonds ne vont pas me gêner, et si je veux faire une dépense exceptionnelle, je peux le faire. Si je veux changer mes plafonds, je vais pouvoir le faire aussi avec un jeu de conditions. Donc en ayant la signature d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et du coup, avec un mécanisme comme ça, on perd la liberté de cramer tous ces sous tout seul, mais on gagne la sécurité que si on se fait dérober ces identifiants et mots de passe, eh ben, on ne perd pas tout. On peut constater qu'il y a des débits qui sont faits, qui ne sont pas de notre fait, et réagir pour transférer les sous sur un autre compte auquel le voleur n'a pas accès. En déplafonnant ce qu'on met ailleurs, parce que, pour le coup, on se concerte avec les autres personnes, on va accéder à ces comptes secondaires qu'on a stockés ailleurs, pour pouvoir transférer les sous.
Donc ça me paraît être un mécanisme de sécurité qui est très intéressant à mettre en place à partir du moment où on a le staff technique pour le développer et du coup le rendre possible en June. Donc ça c'était un des deux aspects, c'est globalement le sujet d'une des deux confs non confirmées, et sur le fonctionnement technique, moi je ne pourrais pas aller plus loin. Le deuxième aspect, c'est les hardware wallets. L'idée des hardware wallets, c'est quelque chose qui permettrait, par exemple, que utiliser un Cesium Web ne sera plus un problème, parce que l'instance, le client qu'on utilise, n'aurait plus accès aux secrets de l'utilisateur. Parce que les secrets de l'utilisateur seraient stockés dans une carte à puce ou autre dispositif du genre, mais l'exemple de la carte à puce me paraît pas mal. L'inconvénient du hardware wallet, c'est que c'est un frein à l'entrée, du coup c'est pas forcément pertinent de dire c'est le seul mode de fonctionnement et on dit c'est le seul fonctionnel pour la June, parce que du coup ça fait un frein à l'entrée, ça me paraît pas forcément pertinent. Par contre, dans une optique d'avoir par exemple des forgerons, et que pour les forgerons, donc ceux qui vont écrire des blocs, ils aient la nécessité d'utiliser un mécanisme de sécurité comme ça me paraît pouvoir avoir plus de pertinence, en tout cas ça me paraît être quelque chose à réfléchir. Donc l'idée de ce mécanisme-là, c'est que la clé secrète, au lieu d'être dérivée d'un identifiant secret et d'un mot de passe, et du coup d'être ce que j'ai entendu appeler un brain wallet, donc par rapport à ce qu'on a mémorisé, et du coup avec différentes techniques d'ingénierie sociale, on peut essayer d'arriver à récupérer ces secrets-là, de dire c'est quelque chose qu'on génère à un instant donné, qu'on stocke directement, on le génère depuis une machine hors ligne, on le stocke dans une carte à puce, ou éventuellement dans 2 ou 3 cartes à puce, avec un fonctionnement où une fois que c'est inscrit dans la carte à puce, on ne peut plus le recopier, en gros on ne peut plus cloner la carte à puce. Et du coup, cette carte à puce contient la clé privée qui permet de chiffrer, de signer toutes les transactions qu'on veut faire, les certifications, les transactions, et ça sans jamais que cette clé privée sorte de la carte à puce. C'est-à-dire que si on veut signer une transaction, la transaction va passer par la carte qui va faire le travail cryptographique et la retransmettre au programme. Du coup, un Cesium Web n'a jamais accès à des données sensibles. C'est la carte à puce qui garde la donnée sensible. Et du coup, un mécanisme comme ça a comme inconvénient qu'il faut une carte à puce, qu'il faut un lecteur de carte à puce, mais a comme avantage que le secret ne sort jamais de la carte à puce. Donc c'est un mécanisme de sécurité qui me paraît tout à fait intéressant à explorer et à proposer au moins, et éventuellement pour certaines responsabilités importantes au niveau de la June ou d'autres cryptos, à imposer pour ces rôles clés pour éviter que des mauvaises pratiques de sécurité soient possibles. Voilà, en gros, en résumé, ce qui aurait pu vous être présenté bien plus en détail par quelques développeurs bordelais un peu trop surchargés lors des RML12. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mélissa. Tu disais que c'était important, ça te paraissait important que ce soit la personne qui puisse fixer les règles de plafond et les remodifier. Ça me paraît effectivement très important. Après, si la personne peut le faire à tout moment de son propre chef uniquement, ça veut dire que concrètement, si tu as le plafond, mais qu'en ayant accès au compte, tu peux changer le plafond, ça n'apporte pas une sécurité. Donc, à la création, la personne va choisir des règles pour pouvoir modifier les règles. Donc, par exemple, disons que parmi les certificateurs, il y en a qui sont effectivement de ses proches. Peut dire qu'il faut que 3 de ces certificateurs d'origine
parce que sinon il suffit de certifier quelqu'un pour se donner le droit de changer ses règles, mais soit les certificateurs d'origine, soit les 3 premiers que cette personne certifie une fois qu'elle est membre. Bref, elle choisit ses règles pour pouvoir modifier son jeu de plafond, ses règles de fonctionnement de compte. Et du coup, elle peut se mettre un premier jeu de règles, vivre un peu avec, constater qu'il est adapté ou qu'il n'est pas adapté, et le rechanger en ressollicitant les personnes nécessaires pour faire ça. Elle pourrait même choisir elle-même, ce ne serait pas forcément les 3 premières personnes certifiées, parce que par exemple, si elle décide de mettre une multisignature avec que des comptes qu'elle possède elle-même, oui. Il suffirait juste qu'elle décide avant d'imposer les règles, qu'elle définisse un certain nombre de multisignatures qu'elle choisit au départ, et à partir du moment où elles sont définies, il faut ces choses pour mettre en place des règles et modifier. Ouais. Donc tu disais que globalement, ça pouvait être aussi la personne qui se crée son compte membre et plusieurs comptes portefeuille, et que ces comptes portefeuille sont nécessaires pour changer les règles, mais ne sont pas des comptes d'usage courant. Du coup, ce n'est pas des comptes qui sont faciles à obtenir, parce que tu en stockes un à tel endroit, tu en stockes un autre à tel autre endroit, tu sais où tu as stocké tes différents comptes que tu utilises, que tu vas chercher que si tu veux changer les règles. Donc du coup, si mettons tu crées 10 comptes portefeuille et qu'il faut que tu en aies au moins 5 pour changer les règles, ça veut dire que tu peux avoir des trous de mémoire, en oublier certains, c'est pas dramatique. Il t'en faut quand même plusieurs pour arriver à changer les règles. Et du coup, ça peut être une façon de faire. Après, le rapport 5-10, je ne sais pas s'il est pertinent, mais l'idée, c'est que si tu dis « je crée tant de comptes qui sont autorisés à changer les règles à partir du moment où... » Enfin, s'il les faut tous, il suffit que tu en perdes un et tu es coincé. Tu ne peux plus changer tes règles. Donc, avoir une tolérance à l'oubli, au vol, à la perte... ça me paraît vachement intéressant aussi. Et c'est possible en disant, il me faut 8 sur 10 ou 5 sur... enfin bref, un ratio parmi les personnes autorisées, les comptes autorisés à atteindre, ou un quorum, pour pouvoir faire ce changement-là. Qui peut être différent pour les paiements. Qui peut être tout à fait différent, c'est-à-dire que tu peux avoir un plafond donné et définir, il me faut la signature d'une autre personne parmi ce quorum-là, enfin une autre personne ou un autre compte parmi ce quorum-là, pour passer à tel autre plafond, et il me faut un plus grand ensemble ou un autre ensemble de comptes pour déplafonner. Et on peut combiner ça avec du hardware wallet et stocker des cartes à puce à différents endroits, et il faut avoir chacune des cartes à puce ou une partie des cartes à puce pour pouvoir changer les règles. Alors des cartes à puce non reprogrammables, oui. Ça existe? Alors, de ce que j'ai compris, au niveau des cartes à puce, oui, ta question c'était des cartes à puce non reprogrammables. De ce que j'ai compris, tu as quand tu achètes une carte à puce vierge, grosso modo, tu as une clé de configuration unique à la carte, qui a été générée, qui est associée à la carte, avec a priori des procédés pour la fabrication qui sont assez sécurisés, contrôlés, du coup, qui ne sont pas forcément infiniment fiables, mais qui a priori sont beaucoup plus fiables que les procédés de sécurité appliqués à un smartphone ou à un ordinateur de bureau classique. Donc, sans être parfait, a priori, c'est nettement mieux. Et j'ai découvert qu'il y avait des producteurs de cartes à puce locaux, genre sur Bordeaux, enfin sur l'agglomération bordelaise, apparemment, il y en a qui le font, donc c'est pas que de la fabrication chinoise ou... Bref, apparemment, on peut avoir une certaine autonomie là-dessus, sur la production. Et du coup, avec cette clé de configuration, on va définir les programmes qu'on injecte dans la carte. Donc si, à la création du compte, on
on injecte des programmes qui ne permettent pas de rechanger les programmes qu'on met dedans, mais qui permettent juste, par exemple, de signer des transactions, et bien avec cette carte, on ne pourra que signer des transactions. Si ça ne permet pas d'extraire, par exemple, la clé privée qui est stockée dedans, on ne pourra pas cloner la carte. Parce que la carte n'est pas capable de fournir l'information à une autre carte. Bref, il y a un certain nombre de mécanismes apparemment qu'on peut encoder en dur dans la carte, et à partir du moment où, une fois qu'on a créé le compte, on détruit la clé de configuration, eh ben, on ne peut plus changer. Okay. En tout cas, c'est ce que j'ai compris des échanges que j'ai eus. J'ai pas plus d'expertise que la discussion avec je ne saurais pas retrouver son nom, c'est quelqu'un que j'ai revu au GeekCamp 2018, un développeur agile qui bosse maintenant pour Leonidas LGO, je crois. Il faudrait donc s'équiper de cartes et de lecteurs, que chaque individu qui veuille utiliser ce procédé ait un lecteur également. Pour la partie hardware wallet, oui. Pour la partie... Donc oui, la question c'est, il faudrait du coup s'équiper de cartes à puce et de lecteurs. Et donc, pour la partie hardware wallet, effectivement, ben, il faut s'équiper. Donc ça a un coût qui est non nul, qui n'est pas forcément colossal, mais qui est non nul. Mais par contre, pour l'usage du multisig, les QR codes, ça marche très bien. Il faudrait aussi, qu'est-ce qui va encoder cette carte? Est-ce qu'il faudrait également s'équiper, en plus du lecteur et de la carte, d'un encodeur? Je pense que le lecteur est capable d'encoder à partir du moment où on a la clé de configuration, au moment où on reçoit la carte vierge. D'accord. Nico, assieds-toi. Non, moi ça va, les questions, c'est fini là. Pour Ok. Ben, Eh ben, merci. Ah oui, ceci est la mascotte des RML12. Enfin, c'est la mascotte des RML11 qui m'a été transmise et que, ne connaissant pas son nom, on a nommé Roumoulou. Du coup, bienvenue Roumoulou au RML12. Bienvenue Romoulou.